Un début d'explication, des relations familiales qu'il ne supportait plus. Avec une maman qui semblait ne pas avoir assuré un rôle maternel très efficace. Peut-être que le garçon n'avait pas accepté son beau-père, enfin l'homme qui partageait la vie de sa mère. Et un beau-père porté sur la manipulation des armes. Et ses relations avec son beau-père, c'est-à-dire votre père? Normal. Mon père n'a jamais battu Eric, c'est pareil. Il battait pas non plus mon frère, il nous a jamais battu non plus. Il arrivait, donner des corrections, normal. Mais pour tout ce qui était éducation d'Eric, c'était sa mère. C'est affreux. Je veux dire, comment un jeune enfant, après coup, de 16 ans, peut arriver à autant de désespérance et arriver à tuer pour exprimer un mal-être ou quelque chose. Pourtant, personne n'avait eu le moindre soupçon sur ce qui se passait dans le cercle familial. La maman, elle était bien connue à Soliès-Pont puisqu'elle faisait le catéchisme. Elle était aimable, ça on ne peut pas dire, mais elle était quand même très réservée. Disons que c'était une famille qui, a priori, ne posait pas de problème. Son beau-père, il était comptable, il a un demi-frère, enfin ce sont des gens qui sont intégrés dans la commune, c'est pas un inconnu. À l'école, il avait quand même lâché quelques mots à ses copains. Il avait dit à ses amis, mais ce jour, je vais tuer les vieux. Enfin, ça n'a jamais été pris au sérieux. Pourtant, dans la nuit du 23 au 24 septembre, il passe à l'acte et va même plus loin. Mais pourquoi et surtout comment? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il s'est échappé de la maison familiale jusqu'à Cuers pour savoir où il aurait pu se cacher, où il aurait pu faire n'importe quoi. Donc tout a été refait par hélicoptère. Les photos, enfin tout sans exception. Et il a fallu de longues heures avant d'arriver à avoir une version à peu près plausible des faits, à savoir à peu près ce qui s'était passé. Dans cette terrible nuit, Eric a laissé quelques traces. Alors là, nous arrivons à la caserne des sapeurs-pompiers de Soliès-Pont, où nous avons retrouvé dans la nuit le sac du tueur présumé qui se trouvait au bord du ruisseau que vous pouvez voir ici. Dans ce sac, il y avait quelques effets personnels, et puis il y avait encore des munitions, des 22 longs rifles, il y en avait à peu près une cinquantaine. L'enquête a vite remonté le fil en disant il est parti de Soliès, il est venu à Cuers, mais ils n'ont pas su si en cours de trajet il y avait eu des personnes qui avaient été aussi tuées. Ce sont les cadavres qui permettent de retracer son itinéraire. Il y en avait aussi dans un champ un peu plus loin à l'entrée de Cuers. Donc d'après ce que l'on sait, il est passé à travers Champs, du venait de Soliès-Pont, il est passé par là. Là, il a tiré sur une personne. Apparemment, après, il est allé là-bas directement. Dans une de ces villas, pareil, sur une personne. Il y en avait également dans une maisonnette sise tout à fait à l'entrée de Cuers. Et après, il a fait direction centre-ville. Et centre-ville, tout ce qu'il a trouvé, il a tiré. Parmi les victimes, Alan Guillemette, une connaissance d'Éric Borel. Il semble quand même que c'était en tout cas un de ses très bons copains de classe. Ils étaient en 3e dans un lycée professionnel, au lycée Sisson. Éric s'en est pris à lui le matin. Il a épargné ses parents. Comme pour toutes ses victimes, il lui a tiré dessus. Mais Alan n'est pas mort. Alors, sur le chemin de l'hôpital, il raconte. Éric avait l'intention de prendre le maquis, entre guillemets, de jouer les Rambo dans la région de Limoges, où il avait passé son enfance. Et cela passait par la réalisation du triple meurtre familial. Donc pour lui, c'était réglé. Il avait donc décidé d'éliminer une partie de sa famille, rejoindre Alan pour partir en fugue. Et le matin, vers 7h30, il débarque chez son pote de collège à Cuers. Il va chez lui, il tape à la porte. Sa mère lui dit il dort encore. Mais c'est pas grave, dites-lui que c'est Eric, je voudrais un peu lui parler. Puis son meilleur ami, il ne voulait pas partir avec. Et je pense que c'est à ce moment-là que tout a basculé, qu'il a exécuté son ami.
Le plan méticuleusement établi s'effondre et le carnage commence. Toutes les unités, bien sûr, étaient monopolisées. Le terrain a été quadrillé de façon remarquable. Ah, il y en avait, c'était tout ceinturé. Hein. Il y en avait de partout. Hein. C'était ceinturé, il y en avait partout, dans toutes les artères. C'était vraiment le gros dispositif. Tous les corps des victimes étaient encore sur la chaussée et certains n'avaient pas été identifiés. Ils ne les transportaient qu'après avoir fait l'enquête, tous les relevés qu'il fallait sur les dépouilles des personnes assassinées. Le légiste a fait les relevés de corps dans QRS. Enfin, c'était très difficile à vivre. Et le jour même des faits, il était impossible d'y voir clair pour reconstituer ne serait-ce que le parcours du meurtrier. Il n'y a aucune logique dans ces actions. C'est ça qui a un peu désarçonné les Cuersois, les Varois et la France entière et bien au-delà, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête pour arriver à un tel carnage. Ce jour-là, Cuers était devenu la capitale des faits divers de France, hein, bien évidemment. En 24 heures, le sort de 18 personnes s'est joué. Avec elles, ce sont 2 villages entiers et des centaines de personnes dont la vie a basculé à jamais. C'est une histoire qui paraît expliquée, simple, mais qui est dramatique. On a perdu notre mère et tout, quand même. Le village, il n'est plus comme avant. Hein. Ça a été dur pour tout le monde. Il a fallu du temps pour remonter un peu ça, parce que à l'époque, on n'avait pas de cellules psychologiques. C'était une chape de plomb. C'était une chape de plomb. Tout le monde avait été pris à la gorge par cette tension. Moi, je me rappelle, pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça, vous pouvez demander à ma femme, eh bien, quand j'arrivais à la maison, je pleurais. Je pleurais, parce que j'avais l'impression d'un sentiment de ne pas avoir fait vraiment mon travail, vous voyez. J'avais un sentiment de culpabilité même. Pourtant, je ne pouvais pas faire mieux. Enfin... C'est difficile à admettre que du jour au lendemain, on vienne rayer une quinzaine de personnes de la ville comme ça. Une affaire, je pense, la plus difficile, déjà que la brigade de Solliès-Pont a eu en charge, enfin toutes les unités de la compagnie de hier, je suppose, même le groupement du Var. Et ça doit être une des plus grosses tueries qu'on ait eues en France. Hein. À la limite, même en Europe. Hein. On a été invités à assister aux obsèques, des obsèques publiques. Quand vous avez vu tous les cercueils alignés à côté de l'autre et tout, il y avait plus de 5000 personnes, je crois, ce jour-là. J'ai en moi l'image du cercueil, du corbillard, du jeune Alan, le copain de classe d'Éric. Je verrai toujours ce cercueil à l'intérieur d'un corbillard tout vitré avec un dauphin en peluche posé sur le cercueil. Comment peut-on expliquer un tel massacre? Qu'est-ce qui pousse Éric Borel à tuer ainsi de sang-froid, avec une parfaite maîtrise de soi et de son arme? Sa fascination pour la Seconde Guerre mondiale ou la découverte dans sa chambre de breloques nazis n'en font pas un tueur. Curieusement, la folie meurtrière qui s'est abattue sur le village de Cuers est restée reléguée à la rubrique des faits divers. À la différence des États-Unis où les massacres commis par des adolescents déclenchent de vifs et nombreux débats dans la société. Il faut dire que les meurtres qui impliquent des adolescents sont souvent dus à des coups de folie, des défaillances psychologiques qui n'ont rien à voir avec des assassinats prémédités.